Homo Micro. Bonsoir à tous, ce soir c'est un grand jour. Notre Isabelle, qui assure la technique, la réalisation de mon micro, va assurer sa première chronique autour du podcast. C'est formidable Isabelle, bonsoir. Bonsoir, c'est formidable. Alors, c'est une première surprise. Et la deuxième surprise, c'est que tu acceptes d'être filmé. Vrai ou faux ? Faux. Faux, oh non ! Ah non, bon. Donc ça veut dire que la caméra, grâce à notre ami Daniel Lebras qui filme pour la chaîne YouTube, donc il va devoir être fixé sur moi, mais on t'entendra quand même grâce au son enregistré. Alors dis-nous, quel est le concept de ta chronique Isabelle ? Je vais tâcher de vous donner envie d'écouter des podcasts Oui. sur la thématique LGBT. Voilà, et vous en présenter quelques-uns régulièrement. Fabuleux. Tu restes quand même, oui, tu voulais intervenir. Quel est le titre de ta chronique ? Ah, Ah oui, alors le titre de ma chronique, ce sera Les sons qui s'ébruitent. c'est mignon. Oh, Ça fait c'est penser beau. un peu. Elle pourrait à la limite aller bosser pour France Culture. Oui, allitération en S. Ouais. C'est beau. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur Ouais, nos têtes. ouais. Voilà. Fabuleux. Moi, j'ai peur parce que... Enfin, j'ai peur. Isabelle nous quittera un jour pour un grand média. Après, elle me dit, mais qu'est-ce que vous foutez à Fréquence Paris Pluriel à chaque fois ? Mais ce serait bien, à la limite, parce que c'est une grande reporter. Oui, c'est ça, oui, bien Ouais. sûr. Et puis on m'a déjà approché beaucoup, mais pour l'instant, je reste ici. Tu restes je suis avec quelqu'un nous. de très loyal. La programmation musicale ce soir, c'est 3 sons, sinon rien. Oui, ce soir, 3 sons, une chronique, ça y est, Ouais. je parviens enfin à mes fins, qui étaient depuis le début de prendre le contrôle total de cette émission. Ah, T'as mis 1 an et demi quand même. Hein. Et petit à petit, pas une rapide. l'oiseau. Mais si, justement, tout est. Je sais pas si vous avez remarqué que chacune de mes présentations musicales faisait 1 seconde de plus à chaque fois. Parce qu'à grignoter, je Oui, grignote, c'est vrai. le temps d'antenne. c'est vrai, c'est Faut vrai. pas que ça c'est vrai. s'entende, faut pas que ça se voit. C'est pour ça que c'est Ça machiavélique. tout l'art de la chose. Tu nous laisses la surprise ou tu peux nous citer les titres des morceaux que tu nous proposes ? Je peux vous citer les titres, oui. Et donc on écoutera Pendentif, Jenny Wilson et Soko. Ah, on adore. Daniel qui nous filme adore tes musiques et les sons que tu proposes à chaque fois, comme tous autour de cette table. Alors, est-ce que tu te savonnes quand tu te laves, Éric Garnier ? Oui, quel est le rapport avec Isabelle ? Non, c'est le rapport de la chronique de notre ami Aucun. Ah, tu vas Aucun, Gwenaël, on parle pas de moi l'empire tout le temps. oui, C'est la voilà. chronique savonnette. Ouais. En fait, ce soir, effectivement, on prend son savon, on prend sa serviette et on va faire l'amour sous la douche ou dans la Ouais. baignoire. Voilà, je vais parler de ça ce soir. Ouais. Ah, c'est Et- fini, la bouche pleine de Nutella. Non. Bah, c'est juste après, c'est quand C'est tu juste brosses les après, dents, en fait. ça. C'était il y a 15 jours, ça. Oui, Non. c'était quand c'était les soldes. Écoute, je suis un peu vieux là, moi, avec la savonnette, si elle tombe, j'arrive pas à me baisser pour la ramasser. Oui. Donc, Bah, sinon, tu prends le porte-savon, ça marche aussi. Donc, Moi, voilà. peut-être Moi, autre j'adorais ramasser les savonnettes À l'armée à la mi-temps pendant Dans les les matchs caves de à foot à chaque Saint-Étienne, fois. Non, c'est à la ça mi-temps pendant les matchs de foot. D'ailleurs, corollaire direct de la dernière chronique de Gwenaël, il y a eu une ruée vers le Nutella dans les magasins chose. Intermarché. Ah, c'est pour ça. C'est pour C'est à ça. cause de ça, Voilà. les auditeurs sont vraiment gourmands, c'est pour ça. Mais maintenant, c'est interdit tout ça. On a beaucoup d'auditeurs, c'est vrai. Alors, Oui. ta chronique, c'est la savonnette, donc l'Empire du Mal. c'est Alors, ce soir, effectivement, on va voir un petit peu ensemble comment faire l'amour sous la douche. ça Voilà. Ouais. Pour le dire rapidement. J'adore. Moi, sous la douche, en règle générale, j'ai toujours invité un mouton que j'ai tué. Non, mais non. Bon, pourquoi pas, c'est Bon, un autre choix. C'est du Hitchcock, ça. Oui. Oui. Nicolas Voilà un Rividi. peu décontenancé. Nicolas Rividi, le plus de l'actu ce Oui. soir. Le plus de l'actu, eh bien ce soir, une question, une seule. Est-il naturel pour un couple hétérosexuel d'avoir un enfant ? Non, Ah. c'est pas dans Bah. l'ordre des choses, on est d'accord. Bonne question, moi je dirais oui. Qu'appelle-t-on naturel ? On y reviendra. Je dirais oui. Éric Garnier, tu Alors viens moi, avec une un BD. roman et non pas un Non. roman et un DVD. Oui. Voilà. Le roman c'est Paris Austerlitz de Raphaël Chirbès et le DVD c'est Rara. Voilà, qui est un film assez rare et de grande qualité. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Alors Isabelle, pour ta première, les sons qui
C'est Brut. Dis-nous, Isabelle, avant tout, un podcast, c'est quoi exactement pour des gens comme Eric et moi qui ont du mal un peu à comprendre? Alors en fait, le mot podcast vient de la contraction de iPod et de broadcast. Donc c'est un mot inventé pour désigner une émission audio diffusée sur des baladeurs numériques. Donc un podcast, c'est un produit d'Internet pensé pour Internet. Donc normalement, les émissions de radio, conçues pour la radio avec leurs contraintes de temps, d'audience, etc., et ensuite diffusées sur Internet, ce ne sont pas des podcasts en fait, c'est du replay, c'est de la radio de rattrapage. Et c'est là que ton monde s'écroule, Brahim, car quand on parle du podcast de mon micro, en fait, nous mentons à nos auditeurs, car il s'agit bien de radio de rattrapage et pas de podcast. Oh là là, nous sommes vraiment des véritables menteurs et menteuses. Mais alors, Arracheur de dents. de quoi vas-tu nous parler dans ta chronique, Isabelle? Eh bien, je vais vous conseiller l'écoute de vrais podcasts conçus pour le web, libres de toute contrainte et qu'on ne retrouve que sur le web. Et comme j'ai un amour particulier pour les documentaires sonores, je vais tâcher de donner envie à nos auditrices et auditeurs d'en écouter et d'ouvrir leurs oreilles au son et au vrai son, parce que, selon moi, le son ouvre l'imaginaire bien plus que la vidéo et presque autant qu'un livre. Et on trouve de vraies perles sur Internet. Alors, comme on est sur mon micro, je vous parlerai de podcasts avec des thématiques LGBT, et ça tombe bien, parce que figurez-vous qu'il y a de quoi faire. Alors, et pour ta première chronique, tu as choisi de nous parler de L'autre mer, un documentaire sonore produit par une radio que tu adores, Arte Radio. Alors oui, Arte Radio, c'est pas une radio, mais c'est une web radio créée par Arte, qui existe depuis 2002 et qui crée qui produit toutes sortes de créations sonores. Et j'en parlerai souvent parce que pour moi, c'est un peu le top du top de la création sonore. D'ailleurs, tu as fait une émission sur Arte Radio. Tu as fait quelque chose? Alors effectivement, je ne l'aurais pas dit en toute modestie. C'est vrai qu'effectivement, j'ai gagné le concours de l'été 2016 d'Arte Radio. Voilà. Mais ce n'est pas de cette œuvre exceptionnelle que j'avais faite en 2016 dont je vais vous parler. Ce soir, j'aimerais vous donner envie d'écouter le documentaire qui s'appelle L'autre mer de Mathilde Garmont-Pré. Et ce documentaire commence comme ça. Oui, bonjour. Je suis bien au service adoption du tribunal de grande instance ? Oui. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je voudrais adopter mon fils. Adopter votre fils ? Oui, il vient d'avoir 1 an et maintenant qu'il fait bien ses nuits, je veux bien le garder. Du coup, ça se passe comment pour la procédure d'adoption ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Et c'est sur cette blague faite au tribunal de grande instance que Mathilde débute son récit à la première personne des démarches qu'elle a dû faire pour adopter Gustave, le fils qu'elle a eu par PMA avec sa femme Magali. Alors, elle retrace les étapes administratives, sans fin et souvent absurdes, entre le formulaire qui ne parle que de père et les attestations à demander aux proches pour prouver qu'elle se comporte en véritable mère. Elle émaille son récit de sons de scènes réelles, comme celle de son passage au commissariat pour l'audition d'adoption à la demande du procureur. Alors, on va déjà commencer par qui est donc Gustave par rapport à vous ? Alors, Gustave est l'enfant de ma conjointe. On a décidé d'avoir un enfant ensemble. Dans le procès verbal, mes propos étaient mal reformulés et avec pas mal de fautes d'orthographe. J'étais gênée, mais je n'osais pas le corriger. J'avais peur qu'il le prenne mal et que ça joue en ma défaveur pour le dossier. Insémination. Insémination ? Ouais, insémination. C'est Non, c'était bien. insémination donc artificielle avec donneur anonyme. Réalisé donc en Belgique. Il y a un seul N, je crois. Ouais. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans son approche, c'est qu'elle revient également sur ce qu'a provoqué chez elle toute cette procédure. Parce que la démarche finit par la rendre irritable, triste et en colère. Elle se met à en vouloir à sa compagne, qui, elle, n'a pas à justifier son statut de mère. Et à ressentir cette demande d'adoption comme une humiliation de ne pas être officiellement reconnue comme mère de Gustave dès sa naissance. Chaque fois que Gustave réclamait Mag plutôt que moi, qu'il lui faisait des câlins, qu'il l'appelait la nuit, ça me blessait.
Et forcément, moins je me sentais bien, plus il me rejetait. Avec maman. Attends, avec moi. Et moi, je suis la plus forte à la torture des chatouilles. Je commençais à percevoir Mag comme une rivale. Isabelle, rassure-nous. J'espère que tout se termine bien. Oui, Ibrahim, tout se finit bien. Au bout de 6 mois, Mathilde a obtenu l'adoption de son fils. Et c'est donc finalement tout son parcours vers la sérénité qu'elle nous raconte, et un témoignage juste et émouvant sur le statut du parent non biologique dans une famille homoparentale. Et c'est parfaitement mis en son et produit par Arte Radio. Ouais. Donc ça dure 30 minutes, mais promis, vous ne les verrez pas passer. Ça s'écoute sur le site d'Arte Radio, sur leur application, sur SoundCloud et sur toute application dédiée au podcast. Et vous pourrez évidemment retrouver le lien sur Homo Micro. Et juste une chose, il n'y a pas besoin d'être lesbienne ni d'avoir fait une PMA pour s'y intéresser. Ça reste une aventure humaine et donc universelle. Et voilà, vraiment, je vous conseille ce très beau documentaire. Gwenaël ? En fait, je confirme parce que tu nous avais donné le lien avant qu'on fasse l'émission et je l'ai écouté en fait ce documentaire en me disant bon, je vais commencer à voir. Et en fait, je me suis arrêté au bout d'un quart d'heure parce que je devais partir au micro. Mais j'avoue que j'aurais bien continué jusqu'au bout, oui, tellement c'était intéressant. Bah, ça peut s'écouter en plusieurs fois aussi. Hein. C'est ce qui va se passer, c'est l'avantage du podcast et je peux le reprendre. Voilà. Moi, je trouve que le documentaire à la radio, c'est encore mieux que la télévision. Parce qu'il y a le son, donc il y a plein de choses qu'on devine, qu'on cherche. C'est ça qu'avec la télévision, l'image, tout ça, ça nous gonfle. Et... Tout à fait, c'est ça. Moi, je trouve que le son, vraiment, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Voilà. Mais après, il faut s'y mettre. C'est pas forcément évident quand on connaît pas, mais je pense qu'une fois qu'on y a goûté, voilà, on continue. Vous connaissiez autour de cette table, Eric, toi qui adore Arte la radio, oui. Je l'écoute pas souvent parce que moi, je suis un homme d'un certain âge et je suis habitué aux stations de radio classiques, France Inter, France Culture, France Info, etc. Et donc, pour moi, écouter une émission, c'est d'abord l'écouter, si possible, en direct. Alors, par contre, j'écoute des podcasts, c'est vrai, mais des podcasts de stations que j'écoute habituellement. Là, Arte Radio, ça correspond à rien dans dans mes repères habituels. Ouais. Arte, c'est une télé avec des images. Arte Radio... Qu'est-ce que c'est ? C'est pas une station, c'est pas. Après, il n'y a pas du tout que Arte Radio. Hein. Là, c'est produit par Arte Radio, mais il y a des documentaires sonores sur plein d'autres plateformes. Mais après, c'est une question d'habitude. Quand on a le réflexe d'y aller, quand on connaît des programmes, je sais pas comment aller sur Arte Radio, par exemple. Ah bah, tu sais, tu n'as pas bien écouté la fin de ma chronique, Eric. Pardon. Non, bah, tu vas sur leur site web où ils ont une application Arte Radio ou sur toute. Je ne sais pas comment tu écoutes tes podcasts, mais si tu les écoutes sur ton smartphone, tu as une application. Sur mon ordi. Et ben, sur ton ordi, tu vas sur le site d'Arte Radio. Arte-radio. Oui, Nicolas. Tu tapes Arte Radio dans Google, quoi. Nicolas, tu connaissais ? Les podcasts, oui, un peu. Oui, Arte Radio aussi. Oui. Oui. Non, moi, ce qui m'interpelle plus avec les podcasts, c'est que je trouve qu'il y a moins l'effet rendez-vous. Mais ça rejoint peut-être ce que disait Eric à l'instant. C'est-à-dire que quand on écoute une émission de radio en direct, on sait qu'on n'est pas seul à écouter cette émission de radio. Le podcast individualise un peu la consommation, mais l'argument peut être utilisé aussi pour Netflix ou OCS, qui sont aussi des plateformes sur lesquelles on zappe le côté rendez-vous. Alors c'est vrai qu'on gagne en contenu et en innovation, parce que ça, c'est des contenus qu'on n'aurait jamais écoutés sur une station de radio, et c'est vrai que je trouve dommage qu'on perde un peu le côté rendez-vous, c'est-à-dire qu'on sait qu'à une heure donnée, on est à côté de la radio pour écouter quelque chose. Mais sauf qu'il y a souvent les vieux rendez-vous, donc tout ce qui innove un peu Arte Radio, c'est que ça reste quelque chose encore pour moi qui est nouveau et qui devrait se faire connaître de plus en plus. Donc c'est vrai qu'on reste un peu sur nos habitudes, comme disait tout à l'heure Eric, c'est vrai qu'il y a France Inter, France Info, donc les gens ils ont leurs petites habitudes, donc ils vont vers ce qu'ils connaissent en fait. Mais grâce à toi, Isabelle, Arte Radio va se faire connaître. Alors, je ne vais pas parler que d'Arte Radio, non, encore bien une sûr, fois. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, tu travailles pour Arte Radio, je crois. Non. Ah, j'aimerais bien. Mais à mon avis, tu y arriveras. Enfin, Gwenaël. Nouveau Brahim, tout à l'heure, Isabelle a dit qu'Arte Radio était là depuis 2010. 2002. Pardon, 2002, excusez-moi. Ça fait 15 ans, plus, c'était des vrais précurseurs. 16 même, et effectivement, tout ce qui est podcast, ça existe depuis 15 ans très facilement aussi, quoi.
Donc c'est pas nouveau, on n'est plus sur quelque chose de disruptif du tout, quoi. Non, mais ça se développe vraiment. Enfin, les gens découvrent étonnamment le podcast là ces dernières années, alors que effectivement ça existe depuis longtemps. Il faut noter aussi que la plupart des terminaux mobiles qui permettaient a priori de les lire étaient technologiquement pas du tout adaptés à ce genre d'usage. Et même aujourd'hui, en fait, quand on regarde les players de podcasts, la façon dont on peut les partager sur les réseaux sociaux, etc., en fait, il y a un fossé. On ne sait pas diffuser du son. SoundCloud avait essayé, mais ça marche pas vraiment. Et puis ça s'est plus ou moins cassé la gueule. Deezer fait du podcast, mais c'est la croix et la bannière pour embarquer un player et tout. Donc, en fait, il y a encore vachement d'innovation à faire d'un point de vue technologique pour faire en sorte que écouter un podcast, ce soit aussi simple finalement que de tourner le bouton on de la radio pour avoir un flux hertzien qui arrive, quoi. Isabelle, quel sera ton prochain sujet, si tu l'as déjà programmé? Je ne sais pas encore, j'en ai plein. J'ai toute une liste, je ne sais pas encore lequel je choisirai la prochaine fois. Et on cale quoi, une intervention par mois? J'espère. On espère. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Si tu en as plein comme ça, on est sûr de te garder au moins 10 ans, c'est bien. Oui, très bien. Merci en tout cas Isabelle pour cette première chronique qui mérite de revenir très très vite parce que ça manquait vraiment. Merci à toi. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Gwenaël, donc alors... prends ta savonnette. Oui, effectivement, douche, baignoire, tant que les lieux ne sont pas trop petits, on va parler ensemble de comment faire l'amour sous la douche. Bon, avant d'entrer dans la salle de bain, on va vérifier quelques petits points qui sont parfois bloquants et qui font que parfois vous ne pouvez pas faire l'amour sous la douche. On va commencer par la taille. Ça, c'est le point numéro 1, c'est très important. Si c'est une simple cabine, que vous avez du mal à y tenir tout seul, et que vous heurtez les parois avec vos bras, suivez mon regard, moi par exemple, comme je suis grand, malheureusement, vous ne pourrez pas faire l'amour sous votre douche. Voilà. Deuxième point également à vérifier, repérez les points d'appui, les murs, et réfléchissez sur la manière dont vous allez vous y prendre pour que tout se passe le plus divinement du monde. Si vous avez une baignoire, même une baignoire sabot, la question ne se pose pas, c'est bon, tout va bien. La petitesse du lieu peut néanmoins être un avantage, en vous forçant à rester collé serré, comme la chanson chante si bien, et à tenter de nouvelles positions, vous appuyant sur les murs, chose pas toujours possible au lit. Utilisez les barres présentes dans la baignoire pour vous retenir. Vous pouvez aussi vous asseoir au fond et faire l'amour allongé si la baignoire est assez grande, genre 1m80, 2 mètres, là c'est top. Par contre, oubliez le rideau de douche. Pourquoi ? Parce qu'il se décroche, la barre tombe, c'est un piège. Ah oui, ça m'est arrivé souvent, je me suis accroché sur le rideau et tac, je me suis cassé la figure. Et là, c'est la fin. T'as un gros bleu, t'as mal, t'as plus envie de faire de câlin, c'est terminé. Voilà. Autre point non négligeable, on n'y pense pas assez non plus, la taille du ballon d'eau chaude et la constance de la température de l'eau. Ouais. Parce que la douche coquine, ça consomme beaucoup d'eau. C'est pas très écologiquement responsable, on est d'accord. Et une fois les corps mouillés, on a vite froid. Cette sensation, elle est accrue par l'humidité des lieux, d'où l'obligation de laisser couler l'eau chaude en permanence pendant qu'on fait l'amour ou que l'on se caresse. Si vous avez un mitigeur et que l'eau reste à température constante, c'est parfait. Par contre, si elle varie sans arrêt, chaud, froid, tiède, chaud, là, ça va tuer le plaisir, c'est cuit. Si vous avez un chauffage collectif ou un grand ballon, 100-150 litres par exemple, pas de problème. Idem si votre chaudière est capable de chauffer de l'eau à la demande. Mais si vous avez un petit ballon de 50 litres qui ne se recharge que la nuit, c'est du vécu. Quand j'étais étudiant, j'avais ça. Il y a forcément un moment où vous allez avoir froid. Autant oublier et ne pas ruiner un moment de plaisir. Si votre douche est trop petite, messieurs, mesdames plutôt même, le ballon trop petit, alors faites de ce souci un atout et investissez dans une belle chambre d'hôtel. Transformez une nuit banale en nuit d'amour exceptionnelle avec, justement, le champagne, les fraises, les câlins sous la douche, le dîner avec votre chérie, avant ou après, etc. Ça m'est souvent arrivé. Et le service de chambre qui arrive au bon moment. Voilà, room service, bonjour. Voilà. Passons au sol de la baignoire ou de la douche. Il est souvent plane et souvent glissant, surtout s'il y a la savonnette qui traîne au sol, au hasard. Passe encore quand vous vous douchez, parce que là, vous faites attention. Mais quand vous êtes occupé par les câlins et ce qui s'ensuit, vous êtes inattentif. Et là, c'est la glissade assurée. Les cas de fer en l'air dans la baignoire. Pas super. Donc, que faire ? Équipez-vous d'un tapis de douche, un modèle plat, basique, moche, blanc. Tout ce qui compte, c'est que ce soit efficace. Donc, un modèle sans picot ni boule, il vous évitera bien des soucis. Ensuite, la propreté de la salle de bain ou de la salle de douche. Si votre partenaire est un peu à cheval, un peu tatillon sur la question, faites un peu de ménage. Ça lui permettra de se concentrer sur votre couple et pas sur ces traces de dentifrice dégueulasses sur la glace. Mais sacré nom d'une pipe, tu peux même faire un peu attention donc quand tu te brosses les dents. Bam !
Désolé. T'aurais dû faire du théâtre. J'en ai fait. Ne gardez que le matériel indispensable afin de pouvoir le saisir facilement et de gagner de la place. Justement, le matériel. Capital ici, car l'eau assèche et surtout, elle fait glisser le lubrifiant. Donc pensez à le cacher dans le tiroir de la salle d'eau ou, si vous savez que vous allez faire des câlins, mettez-le sur le rebord de la baignoire ou dans le panier accroché à la barre de douche avec le savon et le shampoing. Pour le gel, achetez un gel lubrifiant Easy-Anal, par exemple, à base de silicone. Il permet de faire l'amour sous la douche, contrairement à votre gel classique à base d'eau, qui lui se dissout en fait sous l'eau. Pour les capotes, vous prenez votre marque habituelle, hein, par exemple des Crazy Monkey, elles sont perlées, elles sont nervurées. Ça peut accroître les sensations et ça peut être sympa. N'oubliez pas de déchirer l'emballage au préalable pour pouvoir l'ouvrir plus facilement avec vos doigts glissants, couverts de savon. Enfin, avez-vous pensé à un éclairage un peu tamisé, ce que je proposais tout à l'heure Isabelle, justement, avec des bougies, un parfum d'ambiance un petit peu aphrodisiaque. Ça peut casser la routine du lit et ça peut être encore plus agréable. Allez, on est paré, on prend sa savonnette et on file à la douche. Comment alors l'attirer sous la douche? Oui, ça c'est la grande question, effectivement, parce que vous êtes sous la douche, mais il faut attirer son partenaire. Vous n'allez pas faire pas le sifflet, pas question. Non, un conseil, faites dans la provocation. N'hésitez pas à passer devant lui ou elle en lingerie sexy pendant qu'il est affalé devant la télé, dans le canapé. Laissez tomber négligemment un « je vais prendre une douche, tu pourras venir me masser le dos tout à l'heure ». Laissez la porte entrouverte pour le nez des idées, même s'il est hypnotisé par l'ennemi de toujours, Facebook. Au besoin, s'il ne vient pas, appelez votre partenaire. À l'aide! Au secours! J'ai du savon plein les yeux, je n'arrive plus à retrouver la pomme de douche. Elle a comme par hasard lâchement chuté sur le sol. Oh, tristesse et désespoir. Une fois votre partenaire dans la salle de bain, passez à l'action. Les préliminaires? Les préliminaires. Faire l'amour sous la douche, ça revient à suivre ses envies. Lavez le corps de son partenaire avec un gant ou une éponge et du savon. Saviez-vous par exemple qu'il existe des savons liquides qui sont parfumés et qu'on peut embrasser pour donner envie de faire l'amour? Ça pique pas, justement, c'est même comestible. Lavez ses cheveux, son visage et profitez du rinçage pour embrasser sa peau, la mordiller et exciter ses zones érogènes. Collez-vous à lui ou à elle et faites glisser vos peaux l'une contre l'autre grâce au savon pendant que vous l'embrassez. Vous devriez bientôt là ou le sentir plus qu'émoustillé. Des moments riches, érotiques, pour une douche coquine réussie. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire l'amour. Vous pouvez parfaitement vous en tenir au massage sans forcément aller plus loin. Il est très important de se détendre, de partager un excellent moment ensemble. Les préliminaires, c'est capital. Et dans la douche, c'est plutôt sensuel, doux, pour se reconnecter ensemble, chasser la fatigue et renforcer vos liens amoureux. Chasser la fatigue, justement, on y vient. On y va doucement. C'est excitant de sentir la chaleur de son partenaire, de sa peau, de le toucher, de voir ses tétons poindre. Vous pouvez également acheter une huile de massage bio pour masser ses épaules, sa nuque, son cuir chevelu, et lui permettre de se détendre après une journée de travail. Tournez-vous ensuite vers des zones plus érogènes, comme ses seins, son sexe, le creux de ses poignets, la pliure du coude ou des genoux. Ou laissez-vous faire. Après tout, votre partenaire a sans doute envie de vous donner du plaisir, lui aussi. Prenez-la dans vos bras, embrassez-le, embrassez-la. Voilà qui fait du bien et qui fait monter le plaisir et le désir entre vous deux. Pour la suite, je vous laisse improviser, pas de détails, avec toutefois 3 conseils. Premier conseil, tenez-vous bien. Deuxième conseil, utilisez l'eau chaude pour détendre et ouvrir les zones les plus intimes. Attention toutefois à la température. Les muqueuses, c'est fragile et c'est sensible. Troisième conseil, quand vous aurez fini, prolongez le plaisir et l'intimité en vous séchant l'un l'autre avec une serviette. C'est une forme effectivement d'amour, de réconfort aussi. Puis finissez au lit. Et si vous en avez encore envie, recommencez. Alors, question pour tout le monde dans ce studio, est-ce que vous avez déjà fait l'amour sous la douche? Et comment ça s'est passé? Oui, alors moi ça m'est arrivé, c'était à 3 mais il n'y avait pas beaucoup de place. À 3 dans l'aube? Ouais, dans la salle, dans la baignoire. Chez François Barouin? Non, à 3 dans la salle, dans la baignoire, il n'y avait pas beaucoup de place, mais en fait j'adore. Ben, ça devait être agréable. Et alors, vraiment, j'adore. Et on aimerait y rester des heures et des heures. Et il se passe plein de choses, contrairement à ce qui peut se passer en fait au lit. C'est vrai qu'il y a le jeu de la savonnette, mais il y a plein l'eau. Il y a plein de choses. Moi, j'adore vraiment. Il y a plein d'interactions possibles, effectivement. Ouais, effectivement. Surtout si on est 3, c'est encore. Enfin, oui, ça multiplie encore les interactions possibles, imaginables. Ouais. Mais côté filles, j'imagine que c'est un jeu qui intéresse aussi les filles. Là, c'est une chronique mixte, ça, on est d'accord, ça intéresse tout le monde. Exactement. Isabelle, dis-nous. Tu as certainement rencontré ce type. Non. Ah, mais non, mais elle peut quand même nous répondre. T'es pas obligée, Isabelle. Bah, si. Non, moi, je trouve ça très, très agréable de prendre sa douche ou un bain avec son partenaire.
Après, moi, j'ai toujours j'aime beaucoup l'idée, mais je n'ai jamais réussi à vraiment faire l'amour sous l'eau, dès qu'il y a de l'eau, qui est, je sais pas, comme dans une piscine, dans la mer et tout. Et même si, mais je trouve ça très agréable, d'être ensemble, de prendre une douche ensemble, de prendre un bain ensemble, même voilà. Oui, c'est simplement prendre l'eau finalement contre soi, le caresser, même si Voilà. t'es allongé dans la baignoire, c'est très agréable. Ouais. Le problème de l'eau de mer, c'est que y a le côté salé, donc c'est pas forcément tu regardes non plus pour les muqueuses. Et puis l'eau de la piscine, pareil, t'as le côté eau de javel qui peut casser pas mal les choses, quoi. L'avantage de l'eau de douche, c'est que c'est neutre normalement. Ouais. Normalement. Alors justement, à propos de l'eau, ça te dérange pas, toi, Éric Garnier? Ça t'est arrivé? J'espère Oui, que mais oui. moi je trouve que l'eau fait une sorte de barrage, si on peut dire. Il n'y a plus le contact direct de peau à peau, de main à peau, etc. Il y a cet intermédiaire qui est l'eau et qui, moi, me fait perdre le contact. La sensibilité? Oui. Et je trouve ça joli comme idée, mais comme de faire l'amour avec la mer, comme disait Véronique Jeannot, c'est j'ai fait l'amour avec la mer. Bon, tout ça c'est beau, mais concrètement, c'est pas facile parce que tu perds il y a un intermédiaire entre le corps de ton corps et le corps de l'autre. Quelque chose entre nous deux, moi, c'est ça me va. Oui, il y a de l'eau entre nous deux. Et il y a de l'eau dans ton regard aussi. D'accord. Mais je conseille les shampoings Garnier, par exemple. Oui, évidemment. C'est l'entreprise familiale. Oui, non, hélas, sinon je ne serais pas là. Pourquoi pas? Alors Nicolas, qui a vécu toutes les expériences qu'on peut imaginer, Oui, bien sûr. L'eau, Même la à trois. douche, la baignoire, tu connais ça? Oui, je me lave assez régulièrement, du coup, donc je connais. Et tu n'as jamais invité ton partenaire, non, mais tes si, partenaires? Je l'ai déjà fait. Oui. Mais du coup, le coup du room service tout à l'heure, c'était du vécu. Ah, c'est bien ça. Oui, enfin c'est bien. Bon, quand tu répètes 3 fois, ne rentrez pas, et puis que la personne rentre quand même très consciencieuse. Oui. Cela va sans dire. Mais bon, du coup, c'est un peu gênant, non? Mais c'est marrant. Après, bon, moi, c'est un truc parmi d'autres. Je pense pas que j'idéalise ou que je sacralise le moment particulièrement. C'est un moment sympathique, mais. Moi, je voudrais bien aussi faire participer. Mais il a la caméra, bien sûr, en main, mais il peut nous répondre. Il me dit que non tout de suite, Daniel Lebras. Mais peut-être tout à l'heure, si jamais il arrive techniquement à trouver le repère où il peut poser sa caméra pour venir s'exprimer au micro. En fait, il faut savoir que quand on fait l'amour avec notre partenaire ou avec d'autres, il faut toujours innover, il faut toujours trouver des nouvelles idées finalement, parce qu'autrement on s'ennuie. Alors, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour. Bien sûr, effectivement, tu peux toujours innover, essayer de trouver de nouvelles idées, ça on est d'accord. Enfin, c'est aussi pour ça que je suis là et que je vous conseille de manière assez fréquente. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a fait un petit peu le tour de toutes ces idées, de tout ce qu'on peut faire. Après, on peut mélanger certaines choses, mais de toute façon, on en revient toujours plus ou moins au même, parce qu'il y a certaines choses qu'on adore. Par exemple, typiquement, si Eric va peut-être pas aimer faire l'amour sous la douche ou faire des câlins sous la douche, par contre, moi, ça va être l'inverse. Je vais beaucoup aimer ça. Donc, du coup, je vais souvent revenir à ça et pas forcément au reste. Tout ce qui importe, finalement, c'est pas la performance ou dire l'idée de je dois innover à tout prix. Ce qui importe, c'est que tous les deux, vous preniez du plaisir et que ça soit un moment peut-être pas inoubliable, parce que c'est comme ça tout le monde qu'on va oublier, mais un moment vraiment câlin et un moment intime entre toi et ton partenaire. Voilà. C'est ça qui compte. Il ne doit pas s'ennuyer avec toi. On va lui poser la question. Tu sais ce qu'on dit, Brahim, c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Hein. Oui. Merci Gwenaël. Rappelle-nous l'adresse de ton site internet. Alors c'est sexshopgay.com, sexshopgay.com. Est-ce qu'il y a des soldes en ce moment? Évidemment, il y a des soldes jusqu'au 20 février prochain. Alors qu'est-ce qu'il y a de soldé? Un petit peu de tout en vérité. Ouais. J'ai fait en sorte qu'il y ait des soldes dans chacun des rayons, histoire que tout le monde puisse prendre du plaisir et s'amuser en faisant des bonnes affaires. Voilà, préservatifs, gel, poppers, savon. Justement, tout à l'heure, je parlais du savon pour la douche. Il y en a par exemple. Tu vends des savonnettes aussi? Alors, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé des savons qu'on peut embrasser, qui sont quelque part un petit peu comestibles. Ça, par exemple, j'en ai. Typiquement, oui, ça marche, oui. Bon, tu as aussi des boxers, de tout ce qui est lingerie, des sextoys, évidemment, et puis tout le rayon SM, les rayons trans aussi. Pour nos amis, effectivement, qui aiment... Oh, pardon. Désolé. Pour nos amis les trans, voilà. Je reçois un SMS de Isabelle qui dit est-ce qu'il y a des produits pour les filles? Les produits, en fait, pour la majorité sont mixtes, les sextoys sont mixtes, donc effectivement, les filles peuvent parfaitement venir faire leur magasinage sur sexshopgay.com, mais c'est vrai qu'on est plus tourné vers les garçons. On a 2% de nos clientes qui sont des clientes. Isabelle qui m'a laissé un message qui demande s'il y a des tarifs pour l'équipe de mon micro.
Oh bah bien sûr, évidemment, il y en a toujours. Du coup, Brahim, je me permets de te rappeler que l'émission est filmée. Ah ouais, non, je sais. Voilà, on verra que c'est pas vrai. Si, je reçois des messages. Oui. C'est nouveau, donc. Depuis maman, en fait. Merci Gwenaël. Merci Brahim. Merci Nicolas aussi. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. L'émission filmée par Daniel Lebras pour la chaîne YouTube, mais aussi réalisée pour la partie radio par notre amie Isabelle, qui a assuré sa première chronique tout à l'heure. Je suis aussi avec Éric Garnier, que vous allez entendre tout à l'heure. Gwenaël qui nous a savonné pendant la pause musicale, son savon très bien, qu'on peut donc acheter, se procurer sur le site. Sur sexshopgay.com, oui, pas de problème. Il ne se lave jamais, il se savonne jamais, mais il se lave à l'eau tout simplement. C'est notre ami Nicolas pour le plus de l'actu ce soir. Alors Nicolas, je pense que je vais partir en fait. Je ne suis pas le bienvenu. Tu vas lui passer un savon, c'est ça? Oui, je vais lui passer un savon. Nicolas, ce soir avec toi on parle parentalité, homoparentalité, même c'est l'actualité avec la révision des lois bioéthiques, n'est-ce pas? Oui, Brahim, il fallait être un peu naïf pour penser que la victoire du mariage pour tous sonnerait le glas des débats stériles sur la façon dont on baise, débats qui pourrissent la société depuis des années. Il fallait être tout aussi naïf pour croire que nos adversaires, sinon nos ennemis déclarés et assumés, savouraient vaincus après leur défaite de 2013. À l'occasion d'une tribune récemment parue dans Le Figaro, 3 homosexuels du type qu'on n'a pas envie de croiser dans une backroom ont repris le flambeau laissé moribond par la disparition médiatique de Xavier Bongibaud. Peut-être que certains ici autour de cette table s'en souviennent. Qui a fait des films porno après. Ah non, ça c'est son mec. Ah oui, c'est le mec de Xavier Bongibaud. Voilà, c'est ça, exactement. Et Xavier Bongibaud, on ne sait pas, peut-être que des dossiers vont ressortir plus tard. Donc Xavier Bongibaud, et puis ces sbires de homovox.fr. Alors c'était un site pareil qui ambitionnait de mettre en avant les homosexuels opposés au mariage pour tous en 2013. Alors voici donc la nouvelle guilde des homosexuels contre le mariage pour tous. Alors rassurez-vous, ils sont aussi glands que la première génération, à ceci près qu'ils se sont fait à l'idée du mariage. Non, en fait, ce qui les tire de leur hibernation, c'est bien sûr la PMA et la GPA, ainsi que tous les fantasmes fumeux qui gravitent autour. Alors, au premier rang de leur indignation figure l'offense qui serait faite par l'humanité au génie de la nature en voulant corriger celle qui n'a pas prévu pour un couple d'hommes ou un couple de femmes la possibilité de se reproduire. Nicolas, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai, après tout, 2 hommes ou 2 femmes ne peuvent pas se reproduire de façon naturelle, en tout cas. Bah c'est l'évidence même. 2 mecs auront beau forniquer en y mettant tout leur cœur, aucune vie ne sortira de ce coït pourtant sincère. Pas plus d'ailleurs que si 2 femmes baisent fougueusement. Même sous la douche. Même sous la douche. Ces étreintes, malheureusement, ne produiront au mieux que du plaisir. Et en fait, c'est déjà pas si mal. Et là, catastrophe, les anti-mariages ont raison. La nature ingrate nous a infligé une stérilité de fait. Le prix de notre déviance serait donc d'accepter sans ciller ce sort triste qui nous est imposé. Ne pas avoir d'enfant serait donc une sorte de punition. On pourrait dans ces lignes ne voir qu'une caricature de ma part. Et pourtant, c'est par une assertion du même acabit que s'ouvre la tribune susmentionnée. Les homosexuels se doivent d'accepter leurs unions infertiles et sans futur, et surtout s'abstenir de contrarier la nature. Il n'y aurait rien de pire à leurs yeux qu'une maîtresse un brin contrariée par un subalterne. Toutefois, vous aurez remarqué que l'argumentaire ne tient que parce qu'il est soutenu par l'idée d'une loi naturelle indépassable qui fixerait la limite des possibilités du monde. Mais qui est donc cette nature implacable qui aurait l'outrecuidance de nous dicter notre conduite ? Est-ce la nature qui régit les lois de l'espace autant que celles du temps, depuis et pour toujours ? Ou bien est-ce plutôt une nature façonnée par le fanatisme, une nature substituée à une autre plus ancienne qui n'aurait pas donné satisfaction ? Tout au long de la tribune, les auteurs entendent démontrer que le recours à la PMA pour les couples de femmes est contre nature. Ce n'est pas tant la technique qui est ici décriée, mais le contexte de son application. Pour les auteurs, un couple hétérosexuel est naturellement amené à procréer. Il est naturellement orienté vers la procréation. Ainsi, lorsqu'un couple hétérosexuel subit une infertilité, quelle que soit sa nature, la PMA est considérée comme un traitement. Cette panacée ambitionne alors de corriger un état de fait inadéquat. Vous noterez qu'il n'est pas question de nature ici. Le couple aurait dû être fertile, il est infertile, alors on le soigne. Dans le cas d'un couple de femmes, les auteurs précisent que le dessein de la nature ne saurait être contrarié. Ce couple ne devait pas être fertile, il est infertile, alors on le laisse infertile. Pourtant, qui, sinon la nature, la vraie,
peut être tenu pour responsable de l'infertilité de ce couple hétérosexuel qui, sinon la nature, la vraie, peut tordre sa propre chimie pour la rendre inopérante. La nature vantée si souvent par nos ennemis n'est qu'un simulacre, elle est le miroir des obsessions d'une époque révolue. Dans l'univers religieux, qui reste leur principal moteur, la nature est ainsi brimée, contrainte et modifiée, et s'impose telle qu'elle, sans négociation. Le fait pourrait être innocent si les auteurs de la fake news et c'est d'actualité ne s'étaient pas mis à croire à leurs propres mensonges de façon aussi flagrante. Cette mythomanie idéologique fait de nombreuses victimes, et pas seulement chez les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Depuis des siècles, elle constitue la base qui sert à condamner tout ce qui dévie du dogme. Le dogme est la nature même. Ce qui contrevient au dogme est contre nature, donc on l'éradique. Alors pourtant, la nature, Nicolas, la vraie, cette fois, rend possible le fait pour un homme et une femme d'avoir un enfant. Mais là encore, nous plaquons l'évidence sur quelque chose qui ne l'est pas. Un couple de ma connaissance vient d'avoir un enfant. Ils ont tous deux grandi sans connaître ni la faim ni le goût de la satisfaire. Ce n'est pas naturel. Durant son enfance, l'homme a subi une maladie qui, sans intervention médicale, aurait dû le laisser stérile. Il est fécond, ce n'est pas naturel. Ils se sont retrouvés à l'étranger, loin de chez eux, de leur terrain de chasse, en quelque sorte, au sens purement alimentaire. Ce n'est pas naturel. Ils se sont séduits sur la base d'éléments dont l'artificialité pourrait être facilement démasquée. Ce n'est pas naturel. La mère a connu un début de grossesse difficile, des médicaments lui ont été administrés. Ce n'est pas naturel. Plus tard, elle a frôlé un décollement de l'embryon. Là encore, quelques médecines ont rendu la chose bénigne. Ce n'est pas naturel. La fin de la grossesse s'est bien passée, moyennant que la mère soit toujours alitée et cesse d'agir pour subvenir à ses besoins. Ce n'est pas naturel. Le jour de la naissance, 4 personnes ont finalement pratiqué une césarienne pour sauver la mère et l'enfant. Ce n'est pas naturel. La mère et l'enfant sont vivants et en bonne santé. Ce n'est pas naturel. Si la fécondation relève bien d'une œuvre que le génie humain ne sait pas encore tout à fait égaler, ce qui la précède et ce qui la suit est une offense permanente à la nature qui a pourtant semé 1000 embûches dont elle n'avait pas à se justifier. Rien n'est moins naturel que de faire naître un enfant au sein d'un couple hétérosexuel fertile. En tout cas, l'enfant est naturel. Et le plus de l'actu ? Les auteurs de la Tribune du Figaro sont eux-mêmes le fruit d'une négociation permanente avec la nature et donc avec l'état de nature. Ce fondement de la philosophie est le point d'origine animale duquel l'humanité ne cesse de s'éloigner. Depuis lors, rien de ce qui est présenté comme naturel ne l'est. La PMA ou la GPA ne sont pas moins naturelles que d'autres façons de procréer. D'ailleurs, si elles heurtaient la nature de quelque façon que ce soit, elles n'auraient aucun résultat, à moins que la nature ne se fasse berner plus de 24 000 fois chaque année. Moi, quand j'entends tous ces hétéros, je me dis, mais j'ai même pas envie d'avoir une vie identifiée à la leur, tellement qu'ils me... Ah là, c'est des homos, ça. Ouais, non, mais je veux dire, oui. Quand je les entends, gardez vos enfants. Non, mais ce que tu n'as pas dit, c'est qui sont ces 3 types ? Il y a un de quelque chose, il y a un philosophe, soi-disant. Oui, alors dans la première version de la chronique, à la place ils sont 3, hein, oui, à la place du type qu'on n'avait pas envie de croiser dans une backroom, j'avais écrit du type fin de race versaillaise et j'ai trouvé ça... un peu dur. Non, pas un peu dur, un peu faux, parce qu'il y a un Québécois dans le lot, parce qu'ils vont les chercher loin maintenant, tu vois, c'est de l'importation. Et puis il y en a un autre. Alors il y en a un qui est de quelque chose, effectivement, donc qui est prof de philo, consultant en art, responsable d'une agence de communication, le tout à la fois. Enfin, bon, c'est une espèce de gloubi-boulga un peu foireux, mais on avait déjà l'habitude, puisqu'en 2013, c'était exactement le même type de processus qui était à l'œuvre. Ouais. Isabelle, ça peut faire l'objet d'un documentaire, ce qu'on vient d'entendre là, intéressant. Oui, bien sûr. Tout peut faire l'objet d'un documentaire. Est-ce que tu peux préciser un peu ta pensée ? Non, mais il y a de quoi dire. C'est-à-dire qu'on laisse jamais les gens qui ont un projet comme ce que tu viens de détailler, tout ça, vraiment vouloir avoir un enfant, et qu'on voit toujours ces hétéros qui nous poussent à ne pas... Alors, il y a eu un très bon documentaire qui s'appelle N'être père, qui avait été diffusé sur France 2, justement, en plein débat mariage pour tous, qui suit le parcours de 2 pères, parcours de GPA aux États-Unis, de la part de 2 pères, donc ça, du début jusqu'à la naissance, et puis la jeune vie des 2 jumelles, je crois, qu'ils ont eu. Voilà. Après, c'est évident que la parole est monopolisée, en tout cas médiatiquement, par les anti. Mais le documentaire dont Isabelle parlait tout à l'heure va exactement dans ce sens, c'est-à-dire tout ce qui consiste à montrer que finalement ces démarches, elles sont pas plus naturelles ou moins naturelles que les autres, elles existent et finalement elles ne contribuent qu'à rendre des gens heureux. Donc, de toute façon, ces 3 types-là, ils ont le droit, à titre personnel, de ne pas avoir envie d'enfants.
Mais pourquoi en dégoûter les autres ? Je veux dire, qu'ils restent dans derrière leur chair de philo, dans leur fin de race versaillaise. Mais de quel droit est-ce qu'ils nous font la leçon ? Enfin, est-ce qu'ils font la leçon aux hétéros aussi ? Parce que, bon, moi, j'adore les hétéros, je suis ravi quand ils ont des enfants, mais je veux dire, il faut aussi balayer devant la porte des hétéros. Donc, il ferait bien de s'occuper d'abord, puisque apparemment c'est naturel d'avoir des enfants, c'est finalement donc réservé aux hétéros, et c'est aussi un peu comment dire, un exemple du capitalisme, c'est-à-dire qu'en fait c'est le laisser-faire. Alors, le laisser-faire dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de nature du capitalisme qui est de laisser faire, de ne pas de loi, pas de contraintes, etc. Et là, il faut, pour nous barrer la route, il faudrait qu'on laisse faire la nature. C'est-à-dire que, en fait, qu'on soit exclu, puisque en effet, la nature ne nous permet pas d'avoir des enfants ensemble. Donc, il y a un mélange d'une certaine droite et d'un certain nombre de catholiques qui aboutit à ces trois hurluberlus qui vraiment auraient mieux fait de se taire, peut-être. Nicolas ? Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qui est frappant dans cette chronique, mais alors qui nécessite quand même malheureusement une très bonne connaissance du sujet, c'est qu'en fait, en 2013, les manifestations anti-mariage pour tous étaient contre la PMA, point barre. La Manif pour tous avait bien senti qu'ils ne pouvaient pas porter un sujet, interdire uniquement la PMA aux couples hétéros. Aux couples de femmes. Et là, en fait, la PMA pour les couples hétéros est acceptée dans cette tribune. C'est-à-dire qu'il y a un switch. Oui, c'est-à-dire que dans la tribune, en gros, ils disent la PMA pour les couples hétéros, c'est une médecine, c'est un traitement médical, et ça, c'est toléré. Et donc, du coup, pour les hétéros. Pour les hétéros. Et donc, du coup, là, elle est exclue que pour les homos. Donc, il y a une espèce de basculement, et c'est normal, parce que le débat se radicalise nécessairement aussi. Donc, il y a un droit à l'enfant pour les hétéros. Exactement. Alors que l'argument, c'est vous, les homos, vous estimez qu'il y a un droit à l'enfant. C'est le fantasme. Par contre, le droit à l'enfant, il existe déjà depuis que la PMA existe. Et c'est le fantasme habituel de l'homosexuel festif, c'est-à-dire celui vanté par Frigide Barjot et compagnie, dans les bars, dans les clubs, dans les soirées. Donc l'homosexuel idéal pour ces gens-là n'a pas d'enfant, il consacre sa vie à une espèce de forme de débauche festive, etc. Où il donne naissance à des œuvres d'art, mais pas à des enfants. Ça, exactement. Mais les thématiques sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que les démons de ces gens-là réapparaissent sans cesse. Oui, alors que, par exemple, si jamais vous écoutez le podcast que nous a conseillé Isabelle en début d'émission, vous verrez que ces deux femmes, leur fille, elles l'ont voulu. Et quelque part, elles en chient tellement que je pense qu'elles vont vraiment être des meilleurs exemplaires pour le coup. Vraiment. Ouais, effectivement. Ça nous fait penser à notre ami Fabien, avec ses jumeaux qui se sont battus vraiment pour avoir leurs enfants. Merci pour cette passionnante chronique, Nicolas, qui rejoint la chronique d'Isabelle en début d'émission. Merci. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et nous allons maintenant, avec Éric Garnier, penser aux livres et aux DVD, à commencer par un livre, Éric. C'est à lire. Voilà, donc c'est Paris Austerlitz de Raphaël Chirbes, un grand écrivain espagnol qu'on ne connaît pas forcément bien en France, qui est mort assez brutalement. Il venait de publier ce dernier roman, qu'il a quand même, on parlait de grossesse, de gestation pour autrui. Hein. Un roman, c'est une sorte de gestation pour autrui, c'est-à-dire pour un lecteur. Et il a travaillé sur ce roman pendant 20 ans. Alors, c'est oui, pendant 20 ans, et il est mort. Alors, Paris Austerlitz, c'est la gare où arrivent les gens qui viennent, par exemple, d'Espagne, qui est c'est le cas du narrateur. Le narrateur de Paris Austerlitz, c'est chez Rivage, voilà une maison, une très bonne maison. Le narrateur est espagnol. On ne connaît pas son prénom. Il va raconter donc
Il est peintre, c'est un jeune homme. Il doit avoir à peine la trentaine, même pas. Et il va raconter l'histoire d'amour qu'il a vécue avec un bon Français de chez nous, dont on comprend à la fin qu'en fait, on n'est pas tellement surpris, mais il vient de mourir. Et le narrateur repense à cette histoire d'amour qu'il a eue, complètement imprévisible, incroyable, avec ce Michel. Alors, il y a vraiment un grand contraste entre les deux amants, car ils se sont vraiment aimés. Alors, pour quelles raisons? Pas forcément les mêmes. C'est toute la question de l'amour et de l'attirance. Le narrateur est d'une famille bourgeoise espagnole. Il s'est disputé avec ses parents et il est parti. Il est peintre et il arrive à Paris, gare d'Austerlitz. Et bon, il ne connaît personne et il va rencontrer un ouvrier plus âgé que lui, qui doit avoir la cinquantaine, lui doit en avoir 25. Un bon gars de chez nous, un petit peu ventripotent, un ouvrier qui a une vie modeste, qui n'a pas du tout la même culture que son jeune amant. Et ils vont quand même s'aimer, donc ils vont arriver à faire un couple assez fusionnel pour des raisons différentes que justement le narrateur va essayer d'analyser. Il revient sur cette histoire qui s'est terminée il y a quand même un certain temps. Cette histoire se termine définitivement par la mort de Michel. Alors, on comprend qu'on est dans les années SIDA, les années 80-90, et ce retour en arrière donc, par le narrateur sur cette histoire qui ne s'est pas terminée, ils n'ont pas rompu à cause de la séropositivité de Michel, mais justement, c'est tout l'intérêt de ce livre, c'est de revenir sur leur rencontre, leur amour, assez étonnant, comme ça, a priori. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer. Qu'est-ce qui les tenait l'un à l'autre? Alors, le narrateur n'essaye pas de se justifier, comme s'il regrettait cette histoire parce qu'elle s'était terminée, parce que beaucoup de gens lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais avec, en gros, un vieux gros, alors que toi, tu es jeune et beau ?» Il n'essaye pas d'avoir... Il ne dit pas qu'il a eu honte, pas du tout. Il assume cette histoire. Et elle est donc très belle. Bon, bien sûr, on ne peut s'empêcher de dépasser ce couple en se disant « Mais finalement, oui, à quoi tient l'amour ? Pourquoi est-on attiré par telle ou telle personne dont on ne s'attendrait pas pour laquelle on ne s'attendrait pas à éprouver de l'attirance? Et pourquoi rompt-on un jour, du verbe rompre, une histoire? Pourquoi elle s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Alors, sans lyrisme, avec la gravité, bien sûr, qu'impose cette histoire, qui est une sorte d'hommage qu'il rend à cet homme qui a disparu. Il est un peu... Bon, il y a de la tristesse dans ce livre, mais pas de pathos, même si la fin est déchirante, mais déchirante et très sobre, à l'image donc du style de Raphaël Schirbès qui, voilà, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, on est vraiment pris dans leur histoire, on a la gorge serrée, et en même temps, il ne joue pas avec nous pour nous faire, pour tirer des larmes, non, il table sur notre sensibilité de lecteur et d'amant. Je voudrais juste vous lire un tout petit passage, justement, où il essaye de comprendre pourquoi cette histoire a pu avoir lieu. Et il dit « Mais j'étais amoureux, ou je voulais être amoureux de lui. Quelle importance, quelle différence. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal en le quittant. Michel me plaisait, je désirais son corps, ses blagues me faisaient rire, la carnalité que distillait chacun de ses mouvements m'attirait. Après coup, je ne sais plus si ce que je ressentais pour lui était de l'amour. Mais c'est quoi ça exactement? Bien des fois on l'analyse, on le dissèque et à trop aller y voir, on s'égare et on finit par le perdre. Mais je le jure vraiment, oui, je jure que je me suis livré à lui sans résistance. Non parce que je n'ai pas voulu aller contre moi-même, mais parce que je n'ai pas pu aller contre moi-même. Michel m'attirait, et moi, au lieu de sentir que je vampirisais les doses d'énergie, de bonté et de maturité que cet homme avait en lui, je me suis cru généreux, parce que j'étais jeune et que je l'aimais.
sans voir les risques. Donc on voit par ce paragraphe la profondeur de l'analyse de l'amour et voilà, la beauté de ce texte qui ne fait pas d'effet comme ça. Hein. C'est pas un roman grandiose, lyrique. Non, c'est un roman au niveau de deux amants que rien ne devait réunir, et pourtant. Éric, tu rappelles le Raphaël titre Schirbès, donc Paris-Austerlitz. Donc, si vous allez à cette gare d'Austerlitz, ayez une pensée pour ce couple qui n'existe plus. Et c'est chez Rivage. Et je voudrais vous parler d'un DVD absolument charmant. En DVD. Voilà. On en avait parlé au moment où il était sorti sur les grands écrans. Optimal vient d'en sortir un DVD. Ça s'appelle Rara. Et c'est un film chilien, justement sur un couple de femmes, voilà, qui vit à peu près un niveau de vie tout à fait agréable. Elles ont deux filles, donc c'est un film sur l'homoparentalité, et le film se centre surtout sur l'aîné qui doit avoir 12-13 ans, qui est un moment où voilà, on commence à comprendre un peu les enjeux de la famille dans laquelle on vit, qui commence à se poser des questions sur elle-même. Est-ce que je vais être comme mes mamans Elle est le fruit quand même d'un couple hétérosexuel. Et sa mère a quitté son père pour vivre avec une autre femme. Il y a une petite sœur. Et en même temps, elle commence à être dans sa période un petit peu, non pas rebelle, mais le début de crise d'adolescence. Et ce couple homoparental, qui n'est pas quand même encore la norme au Chili ni en France, peut être un prétexte pour justement s'opposer ou se poser des questions ou éprouver un certain malaise. D'autant que son père essaye un peu de la monter contre sa mère pour essayer de la récupérer, d'avoir sa garde. Voilà, donc c'est fait avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, il y a beaucoup de silence pour respecter un peu cette jeune fille. Voilà, on ne sait pas, elle-même ne sait pas tout, et donc le film ne dit pas tout, puisque elle est en pleine période de doute, de formation et de questions. C'est très touchant, c'est très bien fait. Ça s'appelle Rara chez Outplay. C'est bien parce que ça rejoint la chronique d'Isabelle, mais aussi. Mais oui, on ne s'est pas coordonné, mais nous sommes de tellement grands esprits qu'on se rencontre toujours. Merci. Rappelle-nous le titre du livre. Paris-Austerlitz de Raphaël Schirbès. Un bel hommage aussi post-mortem qu'on peut rendre à cet écrivain qui a terminé sa vie d'auteur, de grand auteur espagnol. Hein, il a eu de grands prix littéraires là-bas, avec un roman purement homosexuel, mais purement d'amour aussi. Merci Eric. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Je suis toujours avec Gwenaël, Nicolas Rividi, Eric Garnier. Nous sommes sponsorisés par les shampoings Garnier. Oui. Eric est démonstrateur d'ailleurs. Voilà. Daniel qui réalise l'émission pour la chaîne YouTube, et bien sûr Isabelle que vous avez écoutée pour sa première chronique tout à l'heure, qui réalise aussi l'émission pour Homo Micro. Et qui sélectionne la musique surtout. Radio, et qui sélectionne la musique. Alors Isabelle, c'est fou tous ces sons que tu programmes. Comment te vient l'inspiration un peu? Dis-nous. C'est fou. Bah écoute, tu me poses souvent la question, mais je ne sais pas. C'est un don, ça me tombe du ciel, c'est incroyable. Est-ce que c'est naturel? Tout à fait. C'est parfaitement naturel. Comme la PMA, comme tout ça. Moi j'entends que c'est rare. Ce sont des sons la plupart du temps que je ne connais pas du tout. Ah oui, Eric. moi non plus. Ouais. Moi non plus. C'est vrai. C'est le but un peu. Je suis un peu plus sur tout ce qui est indé, donc oui, un peu plus, mais enfin oui, on est d'accord. C'est très pointu ce que nous programme Isabelle, et c'est ça qui est bon. Oui. Alors nous avons en ligne, et nous attendons justement l'appel de Christine de Violette & Co. C'est l'heure de la librairie LGBT de chez Violette & Co. Bonsoir Christine. Bonsoir Brahim. Alors tu vas nous parler d'un premier livre, c'est d'ailleurs ta première intervention de l'année, hein? Oui, mais ça fait même quelque temps que je suis déjà, intervenue. on peut toujours se souhaiter la bonne année. Oui, bonne année encore. Un premier livre que tu nous proposes, et on aura l'occasion de l'inviter dans quelques temps au Micro, Playboy. On va essayer. Playboy de Constance Debré. Effectivement.
effectivement publiée aux éditions Stock. Alors, si vous voulez la voir et lui proposer de venir au micro, venez vendredi prochain, puisqu'elle sera à Violette & Co, justement, pour présenter son livre à 19h. Vendredi, voilà. On pourra venir avec les caméras? Ah, ça, il faut lui demander directement. Très bien. Ça ne me dérange pas, mais je crois qu'il faut passer par son attaché de presse. Playboy, alors, c'est un livre... Playboy, oui, Constance Debré. Debré, c'est la famille Debré. Oui. Sauf que c'est le côté dont on parle jamais. C'est pas les Debré publics. Alors, Constance Debré raconte avant tout ses relations avec les femmes. On ne sait pas jusqu'à quel point c'est autobiographique ou pas. La narratrice parle à la première personne. Elle a été mariée, elle est en séparation, elle a un fils que petit à petit elle va voir de moins en moins. Et elle rencontre une femme qui est plus âgée qu'elle, qui est mariée aussi. Donc voilà, c'est une relation un petit peu étrange, avec des allées et venues. Elles partent ensemble en voyage, elles se voient plus, elles se revoient. Ça part un petit peu comme ça en vrille. Et puis elle va rencontrer une autre femme, alors cette fois-ci beaucoup plus jeune qu'elle, qui est en fait la fille d'un ancien ami de son père. Et la famille Debré est quand même présente. Elle est assez, d'ailleurs, assez virulente. Elle a une drôle de relation avec son père qui était et qui est encore probablement junkie. Sa mère l'était aussi. Donc, voilà, c'est le côté de la famille dont on parle jamais. Il y a ça aussi qui est très présent dans le livre, ce rapport familial plus qu'atypique, difficile. Et puis c'est un personnage qui a un côté un peu désabusé. Elle est avocate, mais bon, on sent que elle va peut-être pas continuer. Elle est un petit peu en rupture de banc en fait, comme l'ont été ses parents. Donc une femme en rupture de banc, mais qui cherche quand même la passion. Alors elle a un style assez vif, assez direct, presque parlé. Je vais vous lire deux, trois phrases. Alors le début, le premier chapitre. J'ai même pas osé mettre la langue la première fois que j'ai embrassé une fille. C'était après Laurent. Avant, je savais, mais c'était théorique. J'ai fait un effort pour la deuxième. Je lui ai roulé une vraie pelle. Ça m'avait flatté comme un mec qu'elle soit mannequin. On progressait. J'avais toujours peur, mais moins. Sauf qu'à chaque fois, on en était resté là. Ou plutôt, elles en étaient restées là avec moi. Voilà, donc vous voyez un petit peu le style très direct. Donc on est vraiment dans la tête de cette narratrice. Quel âge a-t-elle? Comment? Quel âge a-t-elle, Constance? Constance Debré, ouais. Je dirais... c'est difficile à dire, hein, mais peut-être 45 ans. Ouais, quarantaine d'années. Oui. Voilà, donc on a hâte de la rencontrer vendredi. Vendredi prochain, on sera le 9, je crois. À quelle heure? À 19h. À 19h. Rappelle-nous l'adresse de la librairie. 2 rue de Charonne. À Paris. À Paris, bien sûr. Nous irons. Voilà. Et pour le deuxième livre, Écoute la ville tombée de Kate Tempest. Très différent, oui, un livre de Kate Tempest, Écoute la ville tombée, aux éditions Rivage. C'est une Anglaise de Londres. Elle est aussi slameuse, poète, et elle a apparemment une réputation. Elle est très très connue en Angleterre et elle est très connue dans les milieux du slam, du hip-hop. Et c'est difficile dans une traduction. Je trouve que la traduction est excellente. Maintenant, je ne sais pas si elle reflète bien ce rythme qu'elle a apparemment quand elle slame ses textes, quand elle dit ses textes. Elle était passée à la Maison de la Poésie. Apparemment, c'était assez époustouflant sa lecture. Alors, c'est un groupe de jeunes gens qui ont la vingtaine. Harry est une femme qui est dealeuse. Elle deale de la drogue dans les milieux chics. Il y a aussi Becky. Becky est danseuse, mais elle n'arrive pas elle commence à
à vieillir, on va dire, autour de la trentaine. Elle n'arrive pas à travailler comme danseuse, ou très très peu. Donc elle est aussi serveuse, elle est aussi masseuse, entre guillemets. Et il y a plusieurs personnages qui gravitent autour d'elle. Il y a le frère de Harry, qui va tomber amoureux de Becky. Mais en fait, Harry et Becky, je ne sais pas si vous continuez à me suivre, se sont rencontrés. Il y a eu une espèce de coup de foudre d'amour, mais aussi d'amitié, de complicité. Voilà, de complicité. Elles se sont retrouvées, elles se sont trouvées. Et puis, elles se voient plus. Becky ne sait pas que son nouvel amoureux est le frère de Harry. Finalement, bon, elles vont, ça va savoir. Ce qui est intéressant dans ce livre, il y a vraiment un rythme de narration que j'aime beaucoup, qui nous lâche pas. Et ce sont aussi tous les personnages autour. Il y a beaucoup de personnages et on va remonter dans la généalogie ou dans l'histoire des parents de Becky, des parents de Harry et son frère, des personnages qu'on croise, qui sont des personnages très secondaires finalement, mais qui donnent beaucoup d'humanité et d'épaisseur, disons, à la narration. Et il y a aussi ce sud-est de Londres. Elle a vraiment une manière de décrire une rue. Becky marche dans la rue, par exemple, et une manière de décrire ce qui se passe dans la rue. Une fille qui va passer en roller, un homme qui fait la manche, un commerçant qui va sortir sur le pas de sa porte. Mais vraiment, ça rend vraiment une atmosphère de ce sud-est de Londres qui change, qui est en train de changer très vite, qui devient de plus en plus, on va dire, bobo, en tout cas. Et voilà, donc il y a à la fois cette histoire de Becky, Harry et d'autres personnages autour qui vont se retrouver dans dans un peu des imbroglios. Quand on deal de la drogue, à un moment donné, ça arrive. Mais donc cette histoire, et puis cette histoire qui va être une histoire d'amour en fait entre ces deux femmes, et en même temps tout ce qu'il y a autour, toute l'ambiance et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Merci Christine. On sait que Isabelle connaît aussi et elle adore. Deux petits mots peut-être Isabelle pour finir. Ah oui, je suis très très fan de Kate Tempest que j'ai vue justement à la Maison de la Poésie il y a une quinzaine de jours et elle est absolument extraordinaire. Cette fille a des textes d'une puissance incroyable et oui, je la connais depuis un an parce qu'elle avait sorti son album. J'avais passé un extrait, une chanson de Homo Micro. Et il faut savoir qu'en fait, tous les personnages qu'elle reprend dans ce roman et dans le recueil de poésie aussi qu'elle a écrit sont aussi des personnages qui étaient dans son album. Il y avait un titre consacré à chacun des personnages du roman. Enfin voilà, il y a toute une continuité en plus dans son œuvre et c'est vraiment quelqu'un à suivre et à voir. Même quand on ne parle pas forcément anglais, elle a une telle puissance et rythme, la façon dont elle dit les choses qui touchent même pour les non-anglophones. On va devoir arrêter, repréciser, c'est que Harry, dans un précédent texte, était un homme. Il racontait l'histoire de Harry et de son frère. Et là, en fait, elle a dit que c'était évident qu'elle allait le transformer en femme. Voilà. Christine, merci en tout cas et rendez-vous vendredi donc à Violette & Co à 19h. Merci pour Constance Debré. Merci et rendez-vous au mois prochain et on se voit nous vendredi. On t'embrasse. Merci à toi. C'est fini pour ce soir. Merci à Gwenaëlle, Nicolas Rividi, merci à Eric Garnier, merci à Daniel d'avoir réalisé l'émission pour notre chaîne YouTube et merci Isabelle d'avoir réalisé et assuré la technique de l'émission Homo Micro Radio. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous sur les différents réseaux sociaux pour nous réécouter et nous réentendre. On est tellement agréable. À bientôt. À bientôt, Brahim. Homo Micro.